Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de présenter ce topo et je remercie Vincent et l'équipe de m'avoir accordé cette chance. C'est une question qui n'est pas facile. Je vais essayer en 15 minutes de survoler un peu les chirurgies actuellement qu'on réalise en 2025 pour pouvoir répondre à cette question. Voici mes liens d'intérêt avec la présentation. Donc, la pathologie hémorroïdaire, comme vous le savez, c'est un motif fréquent de consultation, une prévalence entre 3 et 30%. En France, il y a une étude en 2002 qui montrait qu'une personne sur 5 avait souffert de symptômes hémorroïdaires en 2001. Donc, c'est assez fréquent comme pathologie. Les traitements médicaux et instrumentaux sont de première ligne. Et s'il y a échec de ces traitements, la chirurgie est actuellement réservée donc, en cas d'échec de ces traitements et en cas de thrombose hémorroïdaire externe à répétition et ou de marisque hypertrophique. Voici l'algorithme de prise en charge de la pathologie hémorroïdaire sur la Société européenne de coloproctologie donc, en 2020. C'était juste en fait pour montrer qu'elle est basée sur la classification de Göllinger uniquement. C'est une classification historique avec les 4 grades des hémorroïdes, mais dans la pratique courante, il faut prendre d'autres facteurs dans la décision. Donc la décision qui est prise en fait avec le patient, il fait l'âge qui rentre en compte. Un patient qui a 90 ans, qui a peut-être des comorbidités, peut-être ne pas le proposer, la chirurgie d'hémorroïdectomie. L'apparition de thrombose hémorroïdaire à répétition, c'est peut-être un argument pour réaliser l'hémorroïdectomie classique. L'impact sur la qualité de vie, ça c'est très important. Les patients qui ne sont pas très gênés, même s'il y en a des hémorroïdes de grade 4, peut-être qu'il ne faut pas les opérer. Le souhait du patient, très important. Les patients parfois viennent en consultation pour une chirurgie mini-invasive, donc il faut leur expliquer toutes les techniques possibles. Les comorbidités des patients, un patient qui est sous anticoagulant peut être privilégié des chirurgies moins invasives que la chirurgie classique. La sexualité anale, que ce soit hommes ou femmes qui ont des rapports anaux, peut être éviter l'hémorroïdectomie classique. Il y a un risque de sténose anale ou un petit rétrécissement sans une vraie sténose, donc peut-être il faut privilégier dans ce cas les chirurgies mini-invasives. La présence de marisque, là c'est plutôt la chirurgie classique d'hémorroïdectomie, mais pourquoi pas un laser ou radiofréquence avec une exérèse de marisque, par exemple. Et s'il y a des saignements, là, on a plusieurs techniques, mais il faut voir aussi s'il y a des prolapsus ou pas pour pouvoir décider. Donc, en gros, il faut toujours prendre en considération plusieurs facteurs. Et il y a une étude qui a été menée par Nadia Fatala dans le service qui est très intéressante, qui montre les facteurs associés au traitement chirurgical. Et ce qui est sorti, en fait, c'est l'âge plus que 44 ans, les marisques hypertrophiques, le score élevé de Bristol, le score de saignement plus que 5, le score de prolapsus plus que 2, l'impact sévère sur la qualité de vie, le tabac et la lecture pendant la selle. Quelle chirurgie idéale? Question pas facile, mais je vais essayer à la fin de faire un petit algorithme pour un peu répondre à cette question de façon la plus correcte possible, on va dire. Donc, quelles options chirurgicales actuelles en 2025? Donc, on va commencer par l'hémorroïdectomie. Je ne vais pas parler des détails techniques, je vais juste parler de la technique, des taux de récidive, indications, etc. Donc, la chirurgie d'hémorroïdectomie, donc il y a 2 techniques, la technique de Milligan et Morgan et la technique de Ferguson. En France, c'est surtout la Milligan-Morgan qui est pratiquée. Donc, les indications, c'est les hémorroïdes de grade 4, sont la classification de Göllinger, les hémorroïdes de grade 2-3 en cas d'échec du traitement instrumental et ou chirurgical mini-invasif, les thromboses hémorroïdaires externes invalidantes et récidivantes et les hémorroïdes de grade plus qu'O2 avec des marisques. Les résultats sont comparables entre Milligan et Morgan et Ferguson, tout sachant que pour la chirurgie de Ferguson, il y a moins de douleur et de saignement post-opératoire, une cicatrisation qui est plus rapide, mais un temps opératoire qui est plus long. Et le taux de récidive, il est de 2 à 8% pour les 2 techniques. Concernant les complications, il y a le saignement post-opératoire dans 3% des cas, incontinence anale dans 6% des cas. On peut avoir aussi une rétention urinaire, la sténose anale, même si elle est rare, mais c'est une des complications qu'on redoute, et plus rarement les fistules anales et abcès. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'hémorroïdectomie? Donc, dans les avantages, c'est le faible taux de récidive. Donc, c'est une technique radicale, chirurgicale, avec une efficacité à long terme qui n'est pas du tout négligeable. Donc, ça reste la technique qui donne la meilleure efficacité au long cours. Par contre, les inconvénients, on a la douleur post-opératoire, la longue convalescence, les complications post-opératoires qui ne sont pas négligeables, le temps opératoire, on va dire c'est entre 30 et 40 minutes selon l'opérateur, et sur les complications en péropératoire. Je passe à la deuxième technique chirurgicale, c'est la technique de Longo ou anopexie circulaire par agrafage.
Les indications, c'est les hémorroïdes grade 3 d'emblée ou après échec du traitement instrumental, mais aussi les hémorroïdes de grade 2 en cas d'échec du traitement instrumental. En comparaison avec l'hémorroïdectomie, la technique de Longo, il y a un temps opératoire qui est plus court, il y a moins de douleurs post-opératoires, un retour plus rapide aux activités quotidiennes, mais un taux de récidive qui est plus élevé. Le taux de récidive dans la littérature est de 9% dans une étude à 1 an et quasiment 20% à 2 ans. Et dans une autre étude, était de 40% à 12 ans. Donc là, je spécifie, c'est 12 ans. Et 9% des patients ont nécessité une nouvelle chirurgie. Et si on voit sur le graphe qui est à droite, donc on voit que les patients qui ont des hémorroïdes de grade 4, donc plus c'est foncé, des hémorroïdes de grade avancé, il y a plus de taux de récidive. Et quand on a en fait des hémorroïdes en fait de grade 1 et 2, la technique marche mieux avec moins de récidive. Concernant les complications, donc ils sont environ de 20% en post-opératoire. Les complications possibles, ça peut être des douleurs, des saignements, rétention urinaire, fissure anale, plus rarement une sténose anale, mais il y a aussi des complications inhabituelles comme la perforation rectale, pneumorétropéritoine, pneumomédiastin ou une douleur chronique post-opératoire. Donc c'est une technique quand même qui a pas mal de complications. Les avantages, il y a moins de douleurs post-opératoires avec une récupération qui est plus ou moins rapide. Par contre, les inconvénients, c'est le taux de récidive qui n'est pas négligeable et le risque de complications qui peuvent être parfois graves. On passe aux chirurgies moins invasives, notamment la technique du HALRAR, donc la ligature artérielle hémorroïdaire guidée avec par Doppler avec mucopexie. Donc les indications, c'est les hémorroïdes internes de grade 2-3 d'emblée, ou en cas d'échec du traitement instrumental, et pourquoi pas chez certains patients hémorroïdes de grade 4, réaliser la technique HALRAR, notamment les patients qui sont peut-être sous anticoagulants, qui ne veulent pas avoir de plaie post-opératoire ou qui ne peuvent pas vraiment être très mobiles, donc notamment les patients très âgés. En comparaison avec l'hémorroïdectomie et le Longo, il y a moins de saignements post-opératoires. Il y a des douleurs post-opératoires qui sont comparables. Malheureusement, cette technique, elle peut faire mal. Il y a plus de récidives par rapport à l'hémorroïdectomie, sans surprise. Et puis le temps opératoire, il est comparable, voire parfois plus long. On peut avoir parfois un temps opératoire qui peut être de 45 voire 50 minutes quand c'est un peu compliqué la technique de HALRAR. Les taux de récidive, donc selon les études dans la littérature, on a une étude qui montre pour les hémorroïdes de grade 2-3, on a 10% à 1 an et 15% à 2 ans. Une autre étude pour des hémorroïdes de grade 2-3, 9% environ à 1 an. Pour les hémorroïdes de grade 3-4, dans une autre étude, c'est de 11% à 1 an. Et pour une étude réalisée en 2011, hémorroïdes grade 2 à 4, c'est 14% à 1 an. Quelles sont les complications possibles? Donc les douleurs post-opératoires, les saignements, la rétention urinaire, ce n'est pas du tout une complication rare. On peut avoir environ dans 10% des rétentions urinaires, des fissures anales et plus rarement sténose anale, fistule ou abcès. Quels sont les points forts de cette technique? Donc la récupération, elle est plus ou moins rapide. Il n'y a pas de plaie au niveau de la marge anale. Bon, il y a les petits points de mucopexie, mais il n'y a pas de soins post-opératoires. Par contre, les inconvénients, on a le taux de récidive et le temps opératoire qui est plus ou moins long. Par la suite, on va passer à la technique de laser. Donc, la technique laser radiofréquence, ils gagnent de plus en plus le terrain et ils prennent une place quand même importante dans la prise en charge des hémorroïdes actuellement en 2025. Donc, on commence par l'hémorroïdoplastie laser. L'indication, c'est les hémorroïdes de grade 2 et 3 d'emblée ou en cas d'échec du traitement instrumental. Et on peut l'utiliser pour certains patients pour les hémorroïdes de grade 4, mais souvent en combinaison avec une autre technique, notamment la mucopexie. Il y a des recommandations sur l'hémorroïdoplastie laser qui sont sorties en septembre 2024 pour homogénéiser un peu la pratique, car il y a beaucoup de petites astuces ou quelques techniques qui peuvent changer entre les équipes. Donc, ça a permis, je vous invite à regarder en fait ce papier. Concernant le laser, le taux de récidive selon les études, donc j'ai 2 études à 12 mois, on avait un taux de récidive de 11%. 11% à 12 mois et une autre étude 10% à 12 mois. Concernant les complications, et c'était pour des hémorroïdes de grade 2-3, pour les complications, elles sont rares. On peut avoir quelques petits saignements, des thromboses hémorroïdaires. Fistule anale abcès, c'est vraiment très 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 rare. Et dans quelques cas, des rétentions urinaires, mais en général, les complications sont rares. Les avantages, donc c'est une chirurgie mini-invasive, récupération rapide, pas de soins post-opératoires, le temps opératoire il est court, il est relativement de 10 à 15 minutes maximum, les complications sont rares,
L'autre point positif, c'est la courbe d'apprentissage. C'est une technique facile à apprendre. Et enfin, c'est la satisfaction des patients. Il y a des patients qui viennent en consultation de base pour nous dire on veut la chirurgie par laser ou radiofréquence. Donc, même si ça ne fonctionne pas, les patients sont satisfaits, surtout avec les suites post-opératoires. Les inconvénients, évidemment, c'est le taux de récidive, ce n'est pas l'hémorroïdectomie classique, et ce n'est pas remboursé, donc le coût de la fibre laser. La radiofréquence hémorroïdaire, la dernière technique chirurgicale, la technique Raffaello. Donc, c'est un peu le même principe, mais c'est une autre sonde qu'on utilise, donc la sonde de radiofréquence. Même indication, les hémorroïdes de grade 2-3 d'emblée ou en cas d'échec du traitement instrumental. Et pourquoi pas les hémorroïdes de grade 4 couplés avec une autre, en combinaison avec une autre technique chirurgicale. Dans la littérature concernant les taux de récidive, l'étude de Didlow et al. En 2022 pour les hémorroïdes de grade 3, on avait 21% à 2 ans. En 2019, une étude pour des hémorroïdes de grade 2-4, c'était 4% à 12 mois. Une étude en 2013 pour les hémorroïdes entre grade 1 et 3, c'était 12% à 1 an. Et une autre étude pour les hémorroïdes de grade 3, 12% à 24 mois, donc à 2 ans. Donc des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Les complications aussi, ils sont rares comme la chirurgie par laser. On peut avoir des petits saignements, des douleurs post-opératoires, les thromboses hémorroïdaires et très très rarement abcès ou fistule anale. Donc c'est pour moi les mêmes points côté avantages et inconvénients que la chirurgie par laser. Chirurgie mini-invasive, récupération rapide, pas de soins post-op, temps opératoire court, pareil 10 à 15 minutes de temps opératoire, courbe d'apprentissage, donc c'est facile à apprendre, satisfaction des patients et le taux de récidive, c'est le principal inconvénient et le coût de la sonde, c'est une technique non remboursée. Je vous mets cette au point en fait, sur les deux études randomisées qui sont actuellement en cours, qui comparent laser versus radiofréquence. C'est l'étude LASER-F, étude turque randomisée. Et il y a une étude française multicentrique qui est en cours aussi, qui compare radiofréquence versus ALRAR. C'est une étude multicentrique menée par le centre hospitalier départemental de Vendée. Donc ça sera intéressant de comparer radiofréquence laser et radiofréquence ALRAR. Quelle chirurgie idéale aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire la réponse exacte avec toute certitude, mais pour moi, il y a 3 piliers ou 3 éléments pour répondre à cette question. La première, c'est une décision prise en concertation avec le patient. C'est le patient qui doit choisir la chirurgie idéale pour lui. Donc il faut lui expliquer toutes les techniques possibles, évidemment dans la limite si on fait cette technique ou pas, mais à Saint-Joseph, on a l'avantage d'avoir la main sur toutes les techniques chirurgicales, donc il faut expliquer tout aux patients et décider avec eux, en prenant en compte tous les facteurs décisionnels que j'ai déjà mentionnés auparavant. L'hémorroïdectomie classique reste le gold standard car c'est la technique qui donne le meilleur taux d'efficacité, ça c'est indéniable. Évidemment, il y a des complications post-opératoires, le temps d'arrêt de travail, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, mais ça reste la chirurgie qui donne les meilleurs résultats en 2025. Et enfin, il faut privilégier les techniques mini-invasives si possible. Certes, il y a un taux de récidive qui n'est pas négligeable, mais le patient il cherche aussi le confort post-opératoire. Les gens ne veulent plus être en arrêt de travail pour 3 semaines. Il faut leur expliquer qu'il y a des techniques mini-invasives et il faut les privilégier si c'est possible. Enfin, c'est l'algorithme en fait, que j'ai réalisé. Comme vous voyez bien, c'est sur la classification de Golliger. Donc, je n'ai pas mis les autres facteurs décisionnels, mais il faut prendre en considération les autres facteurs. Donc, pour les grades 2, moi, je dirais laser radiofréquence en première intention. Si échec, on peut réaliser après, ça marche en fait, oui, le ALRAR ou l'hémorroïdectomie. Mais pourquoi pas réaliser ALRAR hémorroïdectomie d'emblée pour les patients qui souhaitent avoir de meilleurs résultats. Il y a des patients qui veulent vraiment être débarrassés complètement. On peut faire une hémorroïdectomie d'emblée. Pour le grade 3, je dirais plutôt laser radiofréquence ou ALRAR d'emblée. Et si échec, une hémorroïdectomie ou une hémorroïdectomie d'emblée pour le grade 3. Et pour le grade 4, sans surprise, l'hémorroïdectomie reste la chirurgie gold standard. Pourquoi pas un ALRAR pour certains patients qui ne veulent pas de plaie post-opératoire ou qui ont d'autres comorbidités ou ils sont sous anticoagulants. Laser radiofréquence, pourquoi pas, mais couplé avec une mucopexie pour avoir quand même un effet positif sur le prolapsus hémorroïdaire. Les points forts de ma présentation. Donc, la décision chirurgicale doit être centrée sur le patient. C'est une chirurgie personnalisée à la carte. Donc, pourquoi pas une exérèse de marisque, par exemple, avec une chirurgie de laser, c'est totalement correct. Si le patient souhaite s'en débarrasser de ses marisques et il est gêné par les saignements hémorroïdaires. La classification de Golliger est un outil historique pour prendre la décision, mais dans la vraie vie, il y a d'autres facteurs décisionnels qui rentrent en jeu.
L'hémorhoïdectomie est le traitement chirurgical gold standard en 2025, mais il ne faut pas oublier, il y a d'autres chirurgies mini-invasives qu'il faut privilégier si possible, notamment la HALRAR, laser et radiofréquence. Et la technique de Longo, elle est de moins en moins utilisée. C'est pour cela que je ne l'ai pas mis en fait, dans mon algorithme thérapeutique chirurgical. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt pour vos questions. Merci Amine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'espère que j'étais dans le temps. Parfait. J'ai une question dans le chat en attendant. Quelle technique proposer à un patient aux antécédents de RCH basse en rémission et qui a des rectorragies en échec d'embolisation artérielle? C'est pas une question facile. Les chirurgies hémorroïdaires, dans le cadre des MICI, on a eu aussi la chance de publier en fait un article dans l'équipe. Il n'y a pas beaucoup plus de complications assez importantes dans les chirurgies hémorroïdaires et MICI, notamment quand on a une RCH en rémission, le patient a une rémission complète, notamment au niveau du rectum. Il n'a pas de LAP car c'est une RCH. Si le patient il est d'accord, on peut proposer une chirurgie. Et pourquoi pas, en première intention, des chirurgies moins invasives et pas l'hémorroïdectomie. Donc, on peut réaliser un laser, radiofréquence. Ça dépend, c'est des hémorroïdes de grade 2-3. Si c'est 3, pourquoi pas un THD, ou sinon laser, radiofréquence. Mais si le patient veut une chirurgie radicale, je ne vois pas qu'il y a une contre-indication formelle. L'étude qu'on a réalisée, un peu dans la littérature, il n'y a pas plus de complications. C'est juste la maladie de Crohn. On peut avoir un problème de cicatrisation en post-opératoire, mais en gros, les chirurgies mini-invasives peuvent être réalisées, et même l'hémorroïdectomie. Merci. Nadia. En fait, tu as mentionné les grades 4 pour les techniques mini-invasives. Il est clair que déjà, on a un taux de récidive qui est quand même important avec les grades 2-3. Est-ce que tu le proposerais pour un grade 4 circonférentiel ou tu dirais c'est un prolapsus unique d'un grade 4 et les autres, donc tu peux rajouter une mucopexie ciblée. Je pense que le message serait plutôt les grades 4, ce sera quand même l'hémorroïdectomie puisque le taux de récidive est quand même très important dans les années qui suivent. Je confirme, mais vu en fait que la discussion on a discuté avec d'autres chirurgiens qui travaillent en Europe, ils proposent la chirurgie par laser, par exemple, aux radiofréquences, avec mucopexie systématiquement. Ça ne veut pas dire que, moi je veux dire au patient, il faut qu'on fasse ce laser. Mais si le patient il est réticent, il veut une chirurgie la moins invasive possible. Si par exemple il est gêné par le saignement, peut-être faire le laser, ça va réduire un peu les saignements et le patient va être content. Ça ne veut pas dire que ça va marcher comme la chirurgie classique d'hémorroïdectomie. Moi, grade 4, c'est chirurgie classique pour le moment. Mais je ne suis pas fermé. Si le patient souhaite une chirurgie mini-invasive, il faut juste être honnête avec le patient, lui dire que on peut faire une mucopexie associée, mais il y a un taux de récidive qui n'est pas négligeable. Mais je suis d'accord avec toi, grade 4, c'est chirurgie classique de Milligan-Morgan. On sait que les ligatures sous contrôle Doppler avec mucopexie agissent un peu sur le prolapsus. Est-ce que, en fait, le laser et la radiofréquence, dans ton sentiment, est-ce que ça agit davantage sur les saignements ou sur le prolapsus? Voilà, c'est comment cibler? Alors, question pas facile. Après, dans la pratique, on sait qu'avec le laser radiofréquence, il y a une sorte de régression de la taille des paquets hémorroïdaires. Donc, par conséquent, il y aura moins de prolapsus. Mais j'avoue, les prolapsus qui sont volumineux, si on ne fait pas de mucopexie, il va certainement récidiver le patient. Et ça, l'avantage de la technique THD par rapport aux techniques de laser et radiofréquence. Mais les patients qui ont des hémorroïdes de grade 2, le prolapsus n'est pas le premier symptôme, c'est plus les saignements souvent, et du coup, les patients sont contents. Une dernière question. Et la reproductibilité la reproductibilité, voilà, de la technique, on peut reproduire à quel intervalle, par exemple, et est-ce en tenant compte du coût et efficacité, quelle technique il faut privilégier dans ce sens-là? C'est-à-dire, en cas d'échec de radiofréquence, si on peut refaire une autre radiofréquence? Oui. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas refait une redouche chirurgie. S'il y a un échec d'une technique, toujours je propose au patient une autre technique. Mais dans la littérature, il y a certaines équipes qui ont proposé d'autres techniques. Mais moi, je pense qu'une fois la technique ne fonctionne pas, vu qu'on a quand même 4 techniques chirurgicales, on peut proposer une autre technique au patient
il sera plus enthousiaste, on va dire entre guillemets, pour faire la chirurgie. Et il faut se demander pourquoi la première chirurgie n'a pas fonctionné. Mais c'est pas faux de refaire une autre radiofréquence, par exemple au laser, dans 1 an. C'est pas faux. Après, personnellement, je le fais pas. Merci beaucoup, Amine. Merci. On va passer à l'orateur suivant.